C'est vrai qu'il y a de temps en temps que le criminel revient toujours sur les lieux du crime. Je reviens encore pour la énième fois au CRASC, pour le crime de collaboration avec le CRASC, parce que j'ai commencé ma collaboration dès sa naissance, et j'ai été heureux d'avoir fait partie de cette institution, et surtout de son conseil scientifique pendant plusieurs années. Et donc, voilà, je reviens de nouveau sur le lieu de mes crimes, et je suis prêt à continuer de tels crimes dans l'un des laboratoires de sciences sociales qui est le meilleur en Algérie, et que je compare au CREAD, un autre centre de recherche avec lequel également j'ai beaucoup collaboré, que j'ai accompagné. Ce sont deux laboratoires de sciences sociales qui peuvent rivaliser avec n'importe quel laboratoire de recherche en Europe ou aux États-Unis. Je tiens à le dire parce que je le pense profondément. Ce sont deux centres qui publient pratiquement la moitié des publications en Algérie dans le domaine des sciences sociales à eux deux. Et je crois que je tiens à leur rendre hommage, et vous connaissez tous d'ailleurs les qualités, je ne fais que rappeler des évidences. Et nous devons, comme vous le savez, la naissance de ce centre aux efforts fantastiques accomplis par Mme Nouria Binouri, et donc bien sûr qu'elle a porté à bout de bras et qui continue à être portée à bout de bras par les directeurs successifs qui ont su ainsi faire passer le flambeau, et je rends donc hommage également à cela. Donc maintenant, la première question de manière plus précise, quelle était? Donc, quelles sont vos motivations qui vous ont amené à écrire ces mémoires? C'est vrai, oui. Effectivement, la motivation est assez étonnante. Je n'avais pensé auparavant jamais à écrire mes mémoires. J'ai dit j'écris suffisamment dans le domaine du droit, un peu de sciences politiques, un peu les différentes branches du droit qui sont nombreuses. Et donc, normalement, j'avoue que la motivation ne m'est pas venue à l'esprit, bien que j'ai lu déjà beaucoup de mémoires. Et puis, est arrivé le Covid. Le Covid, il fut un temps où, quand j'étais en activité, j'étais aussi bien quand j'étais à Alger que quand depuis que je suis à Aix-en-Provence, je me déplaçais pratiquement chaque mois, et parfois pour de longs voyages, puisque c'est pour aller sur d'autres continents, participer à diverses activités qui peuvent être universitaires, les collègues, les soutenances de thèse, etc., mais surtout les conférences internationales, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient internationales. Et de ce fait, j'étais un peu un abonné des avions. Cela ne m'a pas empêché cependant d'assurer toutes mes activités d'enseignant, et je n'ai jamais raté un cours à raison de mes activités autant que l'enseignement. Et donc, je dis, j'ai suffisamment écrit, et je ne vois pas pourquoi je voudrais écrire des mémoires. Donc vient le Covid, je me retrouve au chômage pour le voyage, les voyages internationaux, pour toutes les raisons que vous connaissez. Et bien entendu, toutes les activités sont limitées, même si on a commencé à travailler grâce à Internet. Et j'ai connu mes premières activités du juge chez moi, où on délibérait pour les organismes arbitraux ou les cours de justice dans lesquels j'étais partie prenante. Mais le fait de ne plus faire de voyage, qui entraîne quand même une bonne perte de temps, me laissait du temps disponible malgré mon corps, mes activités qui continuaient. Mais alors, le déclencheur, quel est le déclencheur réel? Le déclencheur réel, il est plus simple. Un ami algérien que j'ai connu parce qu'il est venu, il habitait de temps en temps à Aix-en-Provence avant de venir s'installer et prendre sa retraite. Cette personne s'appelle Mohamed Sidi Saïd. Il venait d'écrire un ouvrage intitulé Du Jura à Manhattan. Alors, mystère, qu'est-ce que ça veut dire ce titre-là, Du Jura à Manhattan? Eh bien, il a dit sa vie, né dans un petit village perché dans les montagnes du Kabylie, n'ayant pas pu rentrer à l'école primaire très tôt parce qu'il a dû travailler dès l'âge de 7-8 ans parce que son père était décédé. Il est rentré à l'école primaire qu'à l'âge de 9 ou 10 ans pour se retrouver, au bout d'une trentaine d'années, le responsable dans le comité exécutif de la première société mondiale en pharmacie,
Pfizer, que vous connaissez tous à cause de la pandémie. Eh bien voilà un monsieur né dans un petit village perdu, dans une famille pauvre, qui réussit à devenir le deuxième dans l'ordre de préséance au sein de Pfizer comme responsable d'une entreprise de multinationale de la pharmacie. Alors, moi qui ai été beaucoup plus gâté que lui, j'avais comme père instituteur, comme je faisais partie des gens tranquilles, aisés. Je vois quelqu'un comme ça réussi, j'ai dit c'est un modèle extraordinaire pour les jeunes du monde entier. Alors du coup j'ai dit tiens, mais au fond il a fait part de son expérience, pourquoi moi-même ne pas faire également partie un petit peu de mon expérience, beaucoup moins éblouissante, beaucoup moins je ne suis pas monté au niveau mondial des responsabilités, je fais travailler dans des organismes mondiaux. Et puis le deuxième point, la deuxième qui m'a entraîné encore à décider d'écrire ma mémoire, c'est un chercheur algérien qui est à l'IREMA, le laboratoire où j'étais à Aix-en-Provence, qui est sociologue, qui s'appelle Kamel Chechoua. Il a pris comme un des projets de recherche d'interviewer les chercheurs algériens établis en France, puisqu'ils travaillaient en France. Et il m'a dit que j'allais faire partie des premiers interviewés pour les chercheurs qui sont partis poursuivre leur carrière en France. Et une fois qu'il m'a interviewé, il m'a envoyé le texte. Et puis là, j'ai dit, alors là, c'est le deuxième point qui m'a décidé en me disant pourquoi pas, après tout, puisque j'ai un peu de temps disponible, faute de voyage, et bien au moins remettons-nous au bureau pour écrire. Voilà un petit peu tout simplement la genèse des mémoires, qui, comme je le dis d'ailleurs, ne sont pas réellement des mémoires. Je triche un peu dans le titre, mais c'est plus classique de parler de mémoire. Et donc, j'ai dit, bon, ces mémoires, en réalité, ce n'est que mon parcours professionnel, parce que j'appartenais à un pays tout jeune, qui venait d'accéder à l'indépendance, qui ouvrait toutes les portes à sa jeunesse. J'étais relativement jeune quand l'Algérie est devenue indépendante. J'étais encore en train de préparer ma thèse, de commencer à peine, de commencer ma thèse. D'ailleurs, pour l'abandonner, parce que j'avais pris comme premier sujet de thèse un sujet de droit international, parce que j'étais intéressé par le droit international, en raison de la libération algérienne. Et j'ai connu les Nations Unies par le fait qu'ils s'occupaient de la question algérienne, alors que je n'étais pas encore à l'université, je n'étais encore qu'au lycée. Et voilà donc qu'à l'indépendance, je ne suis pas rentré tout de suite, j'étais à Toulouse, je ne suis rentré qu'en octobre 1964, parce que je me disais, alors même qu'on avait besoin de juristes en Algérie qui venaient qui s'engagent dans la tâche de construire le pays, j'ai dit je serais plus utile comme enseignant. Et c'était un choix que j'avais fait depuis longtemps déjà. J'ai dit je serais plus utile pour mon pays comme enseignant, pour former des gens, que de commencer déjà à travailler dans une administration, dans une entreprise publique, etc. Voilà donc tout simplement les éléments. Et de là, quand je me suis interrogé sur ce que j'allais mettre dans mes mémoires, bon, évidemment, j'ai vécu beaucoup de choses, des choses intéressantes, moins intéressantes, parfois des... Bon, je me dis, finalement, non, je vais simplement rendre compte de mon parcours professionnel, ce que j'ai fait, la manière dont je l'ai fait, comment j'ai réagi, comment j'ai jugé les événements auxquels j'ai participé, de porter un jugement sur ce qui a été fait. Voilà tout simplement le point de départ de cet ouvrage, que j'ai réduit à une dimension modeste, effectivement, parce que si tu veux écrire des mémoires complets, je doute que quelqu'un les lise, ça va faire 1000 pages, 1500 pages, etc. Ce n'est pas recommandable pour le malheureux lecteur. Il vaut mieux qu'il ait une tâche allégée, et peut-être avoir la satisfaction de ne pas avoir tout vu, tout compris, mais bon, au moins, il ne sera pas découragé quand il commence la lecture en disant que j'en ai pour 3 mois ou 4 mois à lire un ouvrage dont je ne sais pas très bien quel est l'intérêt. Merci beaucoup pour cette clarté. Alors, pour cette première réponse, donc je continue. Votre modestie parfois nous oblige à donner beaucoup à votre place, d'autres informations. Donc,
dans cet ouvrage, dans chaque page, c'est un témoignage d'une page de l'histoire du pays. Ah, ça, c'est génial que Karim a le. Donc, la deuxième question, vous êtes issu d'une famille d'enseignants, 4 dans la famille, donc le grand-père, le père, le frère et l'oncle. Donc vous aviez bénéficié, on disait, mon Dieu, du capital de connaissance. Et vous aviez été témoin d'une période cruciale dans la guerre d'Algérie, grève des lycéens. Donc vous étiez étudiant en Algérie et étudiant en France, vous avez assisté à la violence sur le territoire français. Donc, avez-vous nous raconter un peu les faits marquants qui vous ont marqué durant cette période? Donc j'ai été éveillé, si vous voulez, au militantisme politique, à l'engagement politique, au moins sur le plan de la pensée, c'est vrai, avec la grève, la fameuse grève du 19 mai 1956. J'étais étudiant en première au lycée Ben Aknoun, devenu lycée Mokrani à Alger, et avant que la révolution ne vienne en quelque sorte perturber mon projet, j'envisageais tout simplement, et je n'étais pas très modeste, de vouloir passer le concours de l'école polytechnique ou de l'école normale supérieure à Paris. Vous voyez, vous allez me dire, mais d'où est venue cette idée d'aller vouloir faire les grandes écoles? Oui, là aussi il y a un précédent. Un de mes oncles maternels, donc ma mère, le frère de ma mère, avait fait l'école d'ingénieur à Paris. Il a eu son bac, il a eu la chance d'avoir une bourse et d'aller faire une école d'ingénieur, il a fait agronomie. Et donc, c'était un oncle que j'aimais beaucoup, surtout qu'il a beaucoup aidé la famille en plus. Et donc, j'ai dit, bon, peut-être pas l'agronomie, mais en tout cas faire en domaine scientifique. Jamais l'idée de faire de droit ne m'était venue à l'époque, jamais. J'ai dit, c'est normal sup pour les techniques, pour rien du tout. Et je n'ai pu faire ni l'un ni l'autre concours pour la simple raison que un problème d'âge limité pour pouvoir se présenter au concours de normal sup ou de polytechnique, il fallait avoir moins de 23 ans. Or, moi j'ai perdu une année à l'école primaire parce que l'instituteur français d'école primaire n'a pas voulu me présenter à l'examen de 6e. Il disait, vous allez passer le certificat d'études, aller dans une école agricole pour aller travailler dans la viticulture. Alors j'ai refusé de passer l'examen, j'ai perdu une année. Puis ensuite, avec la grève du 19 mai 1956, voilà que, ce qui était imprévu, je perds une deuxième année. Donc j'étais déjà à la limite pour ne pas passer le concours. Et comme en plus, une fois qu'on a passé le bac, il faut ajouter 2 années préparatoires, ça veut dire que j'atteignais l'âge de 24 ans, 25 ans, donc je suis éliminé pour être candidat. Alors du coup, dès que j'ai eu la première partie du bac, j'ai dit, ne pouvons plus aller faire ces 2 concours-là, la science c'est terminé, les mathématiques, la physique c'est terminé, il faut choisir autre chose. Je vais à Toulouse, je m'inscris à la faculté des lettres de Toulouse et celle de droit qui était d'ailleurs voisine. Je me suis inscrit aux 2. Au bout d'un mois, j'ai fait le choix. Je considérais que les lettres m'apparaissaient un peu légères, pas très sérieux, etc. Et le droit m'apparaissait plus sérieux, surtout qu'à l'époque, la moitié des professeurs venaient faire l'enseignement avec la toge, comme celle des juges, et le chapeau. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a un peu impressionné. J'ai dit, ben voilà, ça c'est plus sérieux que les lettres, j'ai abandonné les lettres. Mais comme je ne voulais pas rester un juriste pur et dur dans son droit, là, j'ai dit, je m'inscris en même temps en sciences politiques. Donc j'ai fait conjointement droit et sciences politiques, et voilà ce qui m'a entraîné sur le chemin où je suis parti. J'ajouterais que le déclic pour faire l'enseignement est intervenu relativement tôt. Quand j'ai fini ma 2e année de droit, en 2e année de droit, à l'époque, dans la vieille licence qui était la mienne à l'époque, il y a 2 ans communs aux juristes, aux économistes et aux politologues. Et puis au bout de 2 ans, il fallait faire un choix. Alors le choix, est-ce que c'est l'économie, est-ce que c'est le droit, est-ce que c'est la science politique? Et j'ai finalement choisi le droit, et plus précisément le droit public.
Parce que l'idée, c'était pour moi de servir mon État, de servir l'État, de servir le pays où je suis. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué vers une branche du droit, tout en cultivant le contact, sciences politiques obligatoirement, puisque j'étais en même temps à sciences politiques, donc j'étais engagé. Et l'économie, j'ai dit cela, ben, je vais le faire par la lecture. J'aimais aussi bien l'un que l'autre, j'aurais pu aussi bien faire professeur d'économie, de droit ou de sciences politiques. Bon, finalement, c'est plutôt le droit qui était la dominante, bien que ma thèse initiale, après l'abandon du droit international, je me suis tourné tout simplement vers la science politique, et non pas plutôt vers le droit. Pourquoi? Parce que je venais de rentrer en Algérie, et ayant renoncé à faire du droit, la thèse de droit international, il y avait un professeur qui enseignait le droit administratif, dont j'étais l'assistant, qui s'appelait François Borella, qui est connu de la plupart des juristes algériens, parce qu'il s'est battu au sein de l'UNEF pour l'Algérie indépendante, l'Union nationale d'étudiants français. Il a fait partie du petit groupe de 5 ou 6 étudiants qui ont fait basculer l'UNEF, qui est une grande organisation d'étudiants en France, de l'Algérie française à l'Algérie algérienne. Et donc, j'ai été le voir, je dis voilà, je devais faire une thèse en droit international, je viens de changer un petit peu en cours de route, j'envisage un autre domaine. Il me dit qu'est-ce que vous pouviez me conseiller? Il me dit c'est très simple, hein, vous voyez. Lui, il avait fait sa thèse sur l'Afrique noire d'exploitation française sous domination coloniale. Et du coup, il est devenu d'ailleurs anticolonialiste. Et donc, il m'a dit, voilà, tous les pays africains, vous l'avez vu, ils viennent tous de basculer vers un parti unique. Donc voilà, je vous suggère de faire la thèse sur le parti unique en Afrique noire d'exploitation française. Je dis, ben écoutez, pourquoi pas? On ne peut pas faire la thèse sur le parti unique algérien, il vient de naître. Alors, prenons d'autres partis, ça m'obligera à enrichir mon expérience. Et je me suis engagé dans une thèse sur le parti politique en Afrique noire d'exploitation française. Je vais analyser les constitutions, les textes, et la manière dont les 15 pays africains sous domination française ont commencé à gérer leur indépendance. Et pour moi, c'était intéressant de savoir et de comparer avec l'Algérie. Voilà donc comment je me suis engagé sur ce chemin. Mais en revanche, dans une activité, effectivement, à la faculté de droit, j'étais assistant en droit administratif à la faculté de droit et à l'ENA, l'École nationale d'administration, qui venait d'ouvrir ses portes sous la direction de M. Ousber, qui a créé l'École nationale d'administration, qui est, à mon avis, l'un des plus grands commis de l'État que j'ai rencontré. Et voilà comment je me suis retrouvé embarqué dans une aventure avec ma faculté de droit et avec l'École nationale d'administration, jusqu'au moment où quasiment je suis parti en France en 1990. Sinon, c'était mes 2 points de départ de ma carrière d'enseignant et chercheur. Merci beaucoup. Au sujet de ma 3e question, donc voilà, nous sommes maintenant après l'indépendance. Vous savez que j'ai rédigé ces questions, ces réponses pour permettre à l'auditoire de suivre un peu l'ouvrage de contenu, hein, c'est plus pédagogique. Donc, aussi pour vous permettre de poser certaines questions, long débat. Après l'indépendance, vous voilà assistant du professeur Borel. Il vient de le dire. Professeur de faculté. Donc, c'était. Borella était professeur. Donc, à la faculté de droit, je crois qu'il assistait même à l'époque, le doyen, c'était Djem, c'est ça. Voilà. Il était secrétaire général du gouvernement, il ne pouvait pas assumer les fonctions. Et vous étiez aussi assistant puis professeur à l'ENA, dont j'ai l'honneur d'être votre élève en 1967, pour l'administratif. Durant cette période, vous aviez connu des interférences politiques. Alors, ces interférences politiques donc, posent la question, sinon, des libertés académiques. J'en ai dénombré 3. Je vous laisse un peu, parce que c'est une question cruciale qui intéresse un peu les universités. Oui, disons que, à peine arrivé dans la faculté de droit, j'ai commencé à faire ma thèse avec le professeur Borella,
qui effectivement était un peu l'adjoint de Bidjaoui, qui ne pouvait pas assumer effectivement la gestion quotidienne de la faculté, donc il a délégué cela à François Borella, auquel il faisait confiance, puisque tous les dons appartenaient à l'UNEF, et donc... je me suis retrouvé au bout de 2 ans, rédacteur en chef de la revue algérienne des sciences juridiques et politiques, et qui ajoutera un peu plus tard à son titre à l'économie. Donc la revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques. Mais au départ, le mot politique n'apparaissait pas, il est apparu avec un petit peu de retard. Et à cette occasion, bien sûr, je devais contacter les enseignants pour avoir des articles et en même temps permettre à la recherche universitaire de continuer, parce que cette revue prenait en fait la succession d'une revue créée par le professeur de droit français, dont j'ai oublié le titre exact, mais il y avait une revue publiée par la faculté de droit d'Alger. À l'époque, il n'y avait qu'une seule faculté, c'était celle d'Alger. Il n'y avait pas encore de centre universitaire ou autre à Oran et Constantine. Et donc, c'était la seule revue un petit peu. Il est vrai qu'on entend le parti unique, on se retrouve avec une revue unique, tout devient unique, la pensée unique, etc. Et un premier point où j'ai eu, parce que vous étiez sur le régime tyrannique, avec un régime autoritaire, vous, Medine était chef d'État autoritaire, je disais souvent ce qu'on appelle un dictateur éclairé. Il était dictateur sur l'autorité de son pouvoir, mais éclairé, parce qu'il admettait quand même un certain nombre de libertés, notamment la liberté à laquelle je tiens le plus, la liberté d'enseigner. Et on avait un professeur français qui est venu de France et qui, quand il était dans le nord de la France, était avocat du FLN. Il défendait les militants du FLN quand ils sont arrêtés pour les activités qu'ils menaient au titre du FLN. Et donc, comprenant fort bien qu'il fallait combattre pour l'indépendance de l'Algérie, qui faisait partie de la gauche, qui souhaitait accompagner l'Algérie vers son indépendance, il est venu faire des cours à la faculté de droit. Comme il était civiliste, et s'est surtout chargé des cours de procédure, civile, de procédure administrative, de procédure pénale, etc. C'était en tant qu'avocat surtout, c'était un procédurier. Et il a commencé à publier sur nos premiers textes où l'Algérie s'est engagée évidemment, après avoir décidé d'appliquer les textes français, d'élaborer des textes algériens. Donc j'étais dans une période de grand travail de codification. Et Bidjaoui, en tant que temps, était devenu ministre de la Justice. Et donc c'est lui qui était chargé d'élaborer des premiers codes, les plus importants, code civil, code pénal, code procédure civile, etc. Et donc il enseignait, d'ores et déjà, il n'enseignait plus le droit français, il enseignait le nouveau droit algérien. Et il s'appelait Henri Fenot, et il s'est engagé sur ce travail. Et pour laisser des traces des recherches qu'il faisait, il était le premier à écrire dans ce domaine, personne n'avait écrit avant lui. Il a donc commencé comme une sorte de feuilleton dans la revue algérienne qui paraît chaque trimestre. Donc chaque trimestre, pendant un certain temps, il va délivrer les chapitres de son cours. Et il n'était pas toujours d'accord sur le contenu des codes, et il le disait. Alors une fois, je reçois un coup de téléphone de Bidjaoui, le ministre de la Justice. Il me dit: je ne suis pas d'accord avec ce que dit M. Fenot dans la revue. Je dis: oui, c'est normal. Il doit avoir des opinions différentes. Il dit: oui, mais je ne vois pas pourquoi il va continuer à démolir l'œuvre de droit algérien que nous sommes en train de faire. Je dis: oui, mais un professeur de droit est fait pour étudier ce qu'on lui présente, les textes, et les présenter librement. Je lui dis: quand tu as fait ta thèse, on ne t'a pas donné d'ordre pour savoir comment tu vas faire ta thèse. Et bien, il fait son cours, et il fait son cours librement. Bon, on a eu un peu une petite dispute, qui n'allait pas très loin, mais j'ai résisté. J'ai dit: moi, je suis rédacteur en chef. Vous êtes le directeur de la revue. Bon, et là, en tant qu'assesseur, il est un petit peu votre adjoint. Donc, à vous de décider, mais moi, je suis pour la publication. Bon, Bidjaoui, il n'a pas insisté.
Voilà une première intervention du sommet dans le domaine de l'enseignement. C'était normal, je ne suis pas assez idiot pour savoir que ça pouvait poser un problème parfois de vouloir enseigner librement. Le deuxième épisode, pas très lointain, nous avions fait un colloque sur l'Organisation de l'Unité africaine. Et donc, le colloque portant sur l'Organisation de l'Unité africaine, on a examiné évidemment les statuts de l'organisation, et quelqu'un a fait une communication sur l'Algérie et l'Organisation de l'Unité africaine. Et cet enseignant, qui d'ailleurs était bien noir, mais sympathisant de l'Algérie indépendante, a écrit librement, comme Henri Fenot, sur la procédure civile ou administrative. Donc, il était en désaccord sur certaines dispositions et il le disait. Eh bien, lui, il a présenté dans un colloque international où avait voté d'autres chercheurs étrangers, français, anglais, américains, marocains, tunisiens. Bon, c'était un important colloque. On avait invité une trentaine d'universitaires. Les universitaires algériens, on se comptait sur les doigts d'une seule main. On n'était que 2 ou 3 à pouvoir communiquer. Donc, 90% des communications étaient faites par des professeurs étrangers. Et il a fait sa communication sur le loi. Et bon, le lendemain, quand on reprend pour continuer le colloque, je me suis fait aider pour cette opération parce qu'il travaillait sur l'Afrique, il faisait ça sur l'Algérie, mais il connaissait bien l'Afrique. C'était Slimane Chir, le fils de Moufdine Zakaria, le père de notre hymne national. C'était lui que j'avais chargé, il était assistant à la faculté de droit et en sciences politiques. Il dit voilà, tu vois un petit peu comment se déroule le colloque pour un petit peu m'aider à le gérer. Alors que j'étais à mon bureau, comme vous voyez, il vient un petit peu affolé en me disant il vient de recevoir un coup de téléphone qui m'a perturbé. Je dis quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit eh bien voilà, j'ai reçu un coup de téléphone du secrétaire général de la présidence, qui à l'époque était le colonel Amir, qui était directeur du cabinet du président Bondier. Il me dit, il m'a savonné parce que le professeur Bruno Etienne, c'est lui qui a fait cette communication, a fait un exposé pendant presque une demi-heure. Il a cité 15 fois Ben Bella, jamais une seule fois pour me dire. Bon, c'est vraiment dramatique ça. Et il me dit, il était en colère, etc. Et à l'époque, nous avions fait le colloque, non pas à la faculté de droit, par la salle des prototypes, mais à la salle, l'ancienne salle d'Assemblée générale, devenue pour le Sénat, et qui sert, je ne sais plus à quoi maintenant. Conseil de la Nation. Voilà, Conseil de la Nation. Nous étions là-bas, nous étions dans les locaux du FLN. Alors, j'ai été voir le responsable du FLN, puisque si Moudine était président du FLN, il n'était pas le responsable direct du gestionnaire du FLN. M. Ardia. Voilà, M. Ardia. Je vais voir M. Ardia, je lui dis, je ne vais quand même pas me mettre en conflit avec M. Ardia. Je vais le voir, je lui dis, voilà, il y a un petit problème. Il me dit lequel? Il me dit, ben voilà, on a un communicant qui a fait une communication sur le droit. Il a cité 12 fois ou 13 fois Ben Bella et jamais Boumediene. Et j'ai ajouté ce qui est normal. Boumediene n'a pas été chargé de la profession. C'est lui qui, en tant que président d'Algérie, a été à parler, a fait un discours. Et donc, il n'y a rien à dire sur Boumediene et l'OUA. Voilà. Je vous informe. Donc, et c'est le colonel Amir qui semble avoir été énervé par cela. Il me dit, moi de mon côté, pas de problème. Donc vous pouvez continuer. Donc il n'y avait pas de problème. Et puis finalement, on a attendu, rien ne s'est passé. Voilà, deuxième épisode. Troisième épisode, c'était en 2 ans et demi à peu près, j'ai eu 3 épisodes comme ça. Comme rédacteur en chef de la revue, notre revue était imprimée par l'imprimerie officielle. Il y avait pas beaucoup d'imprimeries à l'époque. Et puis surtout, on n'avait pas de quoi payer une imprimerie privée. Donc, on avait une imprimerie officielle
qui est publié, la revue algérienne des sciences juridiques. Arrive le coup d'État du 19 juin. 19 juin 65. François Borella, assesseur de Béjaoui, écrit un article qui m'envoie s'apporter sur le 19 juin, avec comme dit le coup d'État du 19 juin. C'est le titre de l'ange. Bon, alors, j'appelle quand même Borella, j'ai dit, je suis d'accord avec le contenu de l'article, etc., mais je trouve peut-être un peu provocateur quand même. Le coup d'État, nous sommes dans le relancement révolutionnaire. Il dit, c'est à prendre ou à laisser. Je dis, bon, toi, en tant qu'assesseur, tu es au-dessus de moi, et puis il y a Béjaoui au-dessus. Bon, moi, je suis pour la publication, mais je vous alerte quand même que c'est un peu provocateur, que ça passera mieux si on lui suçait un peu le titre. Et bon, là, il est resté intraitable. Il a dit, c'est à publier comme ça ou non publiable. Je l'ai envoyé à l'imprimerie. Et je reçois un coup de téléphone du directeur officiel de l'imprimerie. Alors, donc, je lui dis, bon, ça va dire, Simchi ou quoi, vous voulez ma mort ou quoi? Je dis, moi, mais quel est le problème? Oui, je dis, il me dit, mais tu as vu dans l'article que tu m'envoies? J'ai dit, bien sûr, puisque j'ai corrigé les fautes d'orthographe, je l'ai relu, ce travail de rédacteur, etc. Il me dit, ça ne vous a pas surpris? Je dis, un petit peu, enfin, quand même, pas trop. Il me dit, mais est-ce qu'on peut le publier? Je dis, oui, on peut le publier. J'en prends la responsabilité. Je dis, si vous ne le publiez pas, j'irai le publier. L'argent sera publié, je prendrai. Il faudra qu'on dépense de l'argent, je prendrai une imprimerie privée. La même chose, il a été publié, il a été lu, et rien ne s'est passé. Voilà. Comme quoi je disais, ce qui me permet de dire que Boumedienne est un dictateur éclairé. J'ai pu sous son régime publier des choses qui soient en contradiction avec les thèses qu'il pouvait soutenir. Je considérais dès cette époque-là, avec mes collègues universitaires, en disant il y a l'autocensure excessive. Je ne suis pas autocensuré dans tous mes cours. Dans mes cours, il y a un fameux chapitre 6 intitulé Limite au pouvoir de police, où je dis que je n'accepte pas le non-respect du droit par l'État, par les services publics, par la police, par les services secrets, par l'armée. La règle de droit, c'est la règle de droit, elle est la même pour tous, on doit la respecter, et je m'y tiens toujours à ce jour. Merci. Merci. Maintenant, vous avez décrit un peu cette fenêtre sur les libertés académiques. Pourquoi se faire l'encadrement des cadres à l'époque de Boumedienne, c'était des cadres de valeur, donc qui respectaient les libertés académiques. Donc, je ne dirai pas autre chose. Je viens à ma quatrième, toujours, donc, en tant que vous êtes devenu, entre-temps, doyen de la fac de droit, eh bien, avant, vous avez participé aux réformes de l'enseignement supérieur. Ce processus, d'après votre ouvrage, a connu 3 phases. On voudrait connaître avec le recul la problématique de la réforme universitaire et comment les autorités à l'époque pensaient l'enseignement supérieur. Notons par ailleurs qu'on avait annexé le ministre de Défense du Yahya. Peut-être loin d'un certain dogmatisme, bien que l'idéologie soit présente. Recording in progress. Oui. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, le nombre d'enseignants algériens à la faculté de droit, on se comptait sur les doigts d'une main d'abord, puis de 2 mains. Il y avait au total 30 ou 40 professeurs, on était 5 ou 6 enseignants algériens, ayant simplement le statut d'assistant, le plus élevé dans le droit de l'époque. On avait tous 1 ou 2 DES, mais c'était tout. Et donc, faire de l'enseignement et peu à peu, progressivement, on enseignait au début, on faisait que du droit français, puisque le droit français s'appliquait intégralement en Algérie. Mais voilà que l'Algérie, nouvelle, indépendante, voulant s'engager dans le socialisme, commence à avoir sa première production, ses premières productions, les premiers articles
D'ailleurs, les premiers et les plus importants dans le domaine des réformes introduites par l'Algérie, c'est le domaine agraire, tout simplement parce que c'est retrouvé avec l'héritage, j'allais dire, agronomique colonial. Les colons étant partis, pour la plupart d'entre eux, les chefs d'entreprise étant rentrés en France, comme vous le savez, il y avait plus d'1 million de Français, ce qu'on appelait les pieds noirs, à peu près 80% des personnes sont parties. On se retrouvait avec des domaines vacants. L'université vacante, la faculté de droit où il y avait 30 ou 40 enseignants dans toutes les disciplines, s'était réduit à 4 ou 5 professeurs français qui étaient en sympathie avec le combat d'Algérie indépendante, qui sont restés. Et heureusement, elle a été complétée par ceux qui, en France, se sont engagés, tout en faisant leurs études en France, en état français, qui, après avoir soutenu leur thèse, ou après avoir passé l'agrégation, ont décidé de s'engager dans la coopération culturelle avec l'Algérie indépendante. Et c'est comme ça donc qu'on a eu un afflux de professeurs français, comme on aurait eu au fur et à mesure d'ailleurs, avec la politique d'arabisation, un afflux de professeurs du Moyen-Orient venus aider l'Algérie à arabiser l'enseignement en Algérie. Voilà donc le point de départ. Et les quelques 7 ou 8 assistants qu'on était à la faculté de droit, on avait nos travaux pratiques, mais on devait également travailler dans les différentes commissions chargées de l'élaboration des textes. Les textes qu'il fallait soumettre à l'Assemblée nationale pour qu'ils deviennent des lois ou pour qu'ils deviennent des décrets signés par le chef de l'État. Et à ce titre, bien sûr, on a été appelé à être impliqués inévitablement, donc non seulement l'élaboration du droit, mais dans les choix politiques, économiques, sociaux, idéologiques qu'il fallait faire en élaborant ces textes. À titre d'exemple, moi qui suis quasiment analphabète en droit musulman, j'étais quand on a créé la commission pour le statut de la femme, j'en ai fait partie, alors que, en dehors des coutumes que nous connaissions concernant le droit musulman, je ne connaissais pas le droit musulman, mais il fallait réfléchir à un statut. On continuait d'appliquer, les tribunaux algériens continuaient d'appliquer un code qui n'était pas un vrai code. On a eu la chance en Algérie d'avoir eu un chercheur français intéressant qui s'est arabisé et qui a commencé à rédiger ce que pouvait être un statut de droit musulman pour la femme. Il s'appelait Morand. C'était quelqu'un, un juriste authentique qui ne commençait qu'au droit, qui a pris l'énergie et la force de connaître l'arabe, d'apprendre l'arabe, de le maîtriser, au point de pouvoir lire les ouvrages des grands juristes de langue arabe et de faire ce qu'on appelle le fameux projet du Code Morand. On l'appelait toujours projet parce qu'il est resté projet. Et comme les juges français à l'époque, il n'y avait quasiment que des juges français, même s'ils avaient parfois des interprètes algériens qui les aidaient dans le travail, pour se référer et régler les litiges familiaux en Algérie, il fallait qu'ils connaissent quelle législation appliquer. Et comme vous le savez, en plus, il n'y a pas vraiment de code musulman, il y a des doctrines juridiques, les 4 doctrines concernant le droit, surtout le statut familial. Eh bien, un juge français n'a aucune raison de le connaître, il ne pouvait pas connaître. Il fallait donc que des gens comme ça, qui assurent la passerelle entre le monde arabe et le monde occidental, il a eu le courage d'élaborer une sorte de projet de loi qui, sans devenir code, était pour les magistrats français et les quelques 2 ou 3 magistrats algériens qui étaient dans la magistrature française, un point de départ pour savoir bien sûr, c'est un code qui respecte la tradition malikite sur les 4 tendances doctrinaires du droit musulman. Eh bien, il a codifié et apparemment, c'était pas si mal codifié, puisque ça permet quand même de permettre à la justice de fonctionner et de résoudre les litiges familiaux. Voilà un petit peu. Et donc, on nous demandait désormais à nous de refaire notre code algérien avec l'indépendance, etc. Alors, on a créé une commission, enfin, le chef d'État a créé une commission où il y avait des religieux, il y avait
des professeurs de droit, il y avait quelques autres disciplines, parce que le droit musulman c'est assez bon que le droit, il y a aussi la société musulmane, il y a l'histoire, donc on avait besoin d'un historien. On était à peu près une douzaine, disons, dans la première commission. Et on a commencé bien sûr à travailler, et tout de suite sont révélés les désaccords. Au bout d'un certain temps, au bout de quelques réunions, il y a eu des divisions entre les chiites qui restaient très traditionnalistes et les autres qui n'étaient pas d'accord de reproduire les règles d'il y a 600 ou 500 ans dans le code de la période actuelle. Ils ont dit il faut qu'on évolue, il faut que notre code de famille corresponde au progrès que les sociétés ont accompli, etc. On est arrivé à un tel point qu'il était impossible de travailler. On s'entendait sur rien. Eh bien, comme on n'avançait pas, le président Boumedienne a décidé de mettre fin tout simplement au travail de la commission, donc on a cessé de travailler. On était en tel désaccord que parfois on est arrivé non plus à simplement échanger des arguments, mais aller plus loin un petit peu, je ne dis pas à revenir au maintenant, mais enfin c'était des discussions très insupportables des deux côtés. Et comme vous savez, évidemment, du coup, le statut familial a été gelé jusqu'en 1984, du fait de cette querelle au sein de la première commission, qui n'a pas avancé. Deuxième commission de réforme à laquelle j'ai collaboré, la première commission mise en œuvre j'essaie de me souvenir de l'année, si c'est bien 88 ou 89, il me semble plutôt que c'est 89, non pardon, je confonds les décennies, 69, 72, non, 69, la première commission. C'est Ahmed qui était ministre de l'Éducation nationale. À l'époque, il n'y avait pas de ministère de l'enseignement supérieur, il y avait un seul ministère de l'Éducation. Et donc, nous étions gérés par la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche du ministère de l'Éducation nationale, dont notre responsable était Ahmed Tal. Donc, Ahmed Tal nous réunit, encore une fois, toujours dans la salle occupée actuellement par le Sénat, et c'est le président Boumedienne qui ouvre la séance en disant voilà, il nous a donné les directives qu'on connaissait déjà plus ou moins, et pour essayer de voir ce que l'on peut faire. On avait commencé d'ailleurs à travailler, et la commission était composée quand même très majoritairement de francophones, c'est-à-dire ceux qui maîtrisaient totalement le français, connaissaient un peu d'arabe, mais pas tellement, et puis quand même, il y avait une frange même minoritaire de ceux qui étaient bilingues, et puis quelques monolingues arabes. La commission était un peu plus large que la première, on devait être approximativement entre 25 et 30 dans la commission, et on a commencé un peu à travailler. On a débordé d'ailleurs sur l'année 70, et l'année 70, on commençait un petit peu les perturbations au sein de l'université, du fait que le FLN voulait prendre le contrôle du l'UNEA. Donc, il en a résulté ce que vous savez, un désaccord entre le pouvoir politique, les étudiants, une frange des étudiants, une phrase dite progressiste, et qui estimait que il fallait rester dans le socialisme, mais pas la même perspective socialiste que celle du président ou celle du FLN. De ce désaccord, bien sûr, ont résulté des incidents à l'université. Et il fallait donc qu'on réfléchisse à une réforme d'enseignement dans une atmosphère perturbée. Entre-temps, au fur et à mesure qu'on a avancé dans l'année universitaire, il y a eu un remaniement du gouvernement. Donc, Ahmed Taleb, qui était loin d'être d'accord avec les étudiants, a été changé. Il a été chargé après du ministre de la Culture. Voilà. Il est passé de l'Éducation nationale à la culture et on a nommé Ben Yahya. On a divisé l'éducation nationale entre l'éducation nationale d'un côté et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont le premier responsable en 1971 a été donc Ben Yahya. Et Ben Yahya donc lancé lui à son tour son programme de recherche.
Il a vu que les travaux qu'on avait commencés n'étaient pas très avancés. Donc il a dit, bon, il faut reprendre tout le travail à zéro. Et puis de toute façon, nous n'avons plus le primaire et le secondaire, on n'appelait plus le supérieur, ce qui simplifiait la tâche. Et donc on s'est mis au travail sur cela. Et là également, quand le président est venu pour la première rencontre, c'est lui qui ouvre la rencontre et qui donne les orientations sur ce que devrait être l'enseignement. Je me souviens simplement d'une formule que j'avais retenue parce qu'il venait il l'a répété lorsqu'il est venu pour les travaux de la commission, parce qu'il avait déjà indiqué à Annaba, en allant inaugurer notre première usine sidérurgie. La première usine sidérurgie, elle est à Annaba. Il a eu cette phrase, il a dit, il faut faire en sorte que la langue arabe soit la langue du fer et de l'acier. Ce qui veut dire que ça peut pas être l'arabe du Coran. La langue du fer et de l'acier, c'est sa formule. Et il a répété d'ailleurs lorsqu'il a ouvert la séance de notre commission, toujours au palais Zéro Youssef. Et les indications, je crois, sur lesquelles il y avait peu de choses à dire. Mais après, on commençait les débats. Donc on devait s'inscrire sur une liste, intervenir dans l'ordre d'inscription. Le premier à intervenir, d'ailleurs, pour la discussion, c'était Moulay Qassem, qui était ministre des cultes, ministre des Habous plus précisément. Les titres exacts à l'époque, c'était ministre des Habous. Et donc, bon, il éclaircit un peu plus quelque chose que vient de dire Moulian, en disant bien sûr qu'il faut arabiser, qu'il faut faire le maximum d'efforts et mettre les moyens humains, les financiers, etc. nécessaires pour l'arabisation. Bon, voilà, pas de problème. Puis la troisième ou quatrième intervenante, c'était Mme Zohor ici, qui était responsable de l'éducation, des problèmes d'éducation, de culture au sein du FNL. Et elle donnerait du jeu, elle commence par un petit peu de manière, dire, un peu polémique, ces choses-là. Elle dit oui, on entend dire que l'arabisation ne peut pas se faire parce que nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas d'enseignement en langue arabe sur un nombre suffisant, nous n'avons pas les ouvrages pédagogiques, etc., etc. Elle dit oui, tout cela c'est vrai, oui. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher l'arabisation. Elle dit par exemple, dans le premier combattant dans les maquis, ils se battaient avec quoi? Avec des avions, avec des hélicoptères? Non, ils affrontaient des hélicoptères, des avions, des bateaux, avec des fusils de chasse. Donc, vous voyez, avec les fusils de chasse, nous sommes devenus indépendants. J'avoue que cette phrase m'avait un peu choqué. Je dis, je ne peux pas ne pas réfléchir à cela. Alors, bon, puis d'autres personnes ont pris la parole, j'ai dû intervenir en 5e ou 6e position dans l'ordre où on s'était inscrit. Alors, j'ai commencé par tout de suite répondre à Mme Zéro-Nissi. J'étais avec tout le respect de Mme Zéro-Nissi et surtout à nos martyrs. C'est vrai qu'on a combattu avec des fusils de chasse d'abord avant de pouvoir commencer à avoir des armes par l'aide des pays voisins, des pays frères, des pays arabes. Mais madame, aller à la bataille, c'est différent de gérer un amphithéâtre de 300 ou 400 personnes. Je parle pour ma part pour l'université. Si je ne maîtrise pas parfaitement la langue dont j'enseigne, je refuse d'enseigner. Je suis analphabète en arabe classique, me demander d'enseigner en arabe classique, il faut me renvoyer aux études pour au moins 5 ou 10 ans. Si on veut avoir une université digne de ce nom, et des enseignements dignes de ce nom, il faut ce qu'il faut, il ne faut pas être pressé. Voilà. Bon, j'ai dit ça, comme je vous l'ai dit, hein, sans exemple, sans rien, très modestement, je dis, moi je vous donne mon point de vue. J'ai peut-être poussé le point un peu plus loin, quelqu'un qui a de démagogie, en disant, madame, je suis prêt à aller mourir sur un champ de bataille, c'est facile. Je ne suis pas prêt à affronter un amphithéâtre de 300 étudiants si je ne maîtrise pas la langue. Voilà la différence. Donc il faut voir deux échelles différentes. Et j'ai dit ça alors que Bouguian était présent. Alors, après, il y a eu ensuite, puisqu'on avait déjà fait, on devait faire une après-midi, et le président est revenu l'après-midi. Lorsqu'il y a eu la pause,
de mes amis de la commission, qui étaient aussi analphabètes comme moi en arabe classique, m'ont dit, mais enfin, tu as quand même été audacieux là. Tu as considéré qu'aller se battre, mourir pour l'indépendance, c'est plus facile que d'aller affronter un enfant. Je dis oui, alors, est-ce que vous me dites le contraire? Allez, allez-y, avec votre arabe classique, votre connaissance, votre maîtrise, enseignée à 300 étudiants. D'autres ont été encore plus loin, ils ont dit, demain on téléphonera pour savoir si vous êtes toujours là. Sous-entendu, la fameuse sécurité militaire, elle ne sont pas de moi. Bien comme en matière de la revue, etc., il ne s'est rien passé. Le lendemain, je suis revenu, assister aux réunions, comme tout le monde, j'étais à ma place. Voilà encore une fois. Pourquoi je dis qu'on s'est trop auto-censuré en Algérie à l'époque du parti unique et de la pensée unique. Merci pour cette clarté. Donc je viens au sujet de ma cinquième partie. Donc je suis toujours sur votre parcours national. C'est la dernière question au sujet de ce chapitre parcours national. Donc, durant la période de Boumedienne, vous aviez des étudiants qui occupaient des postes importants de la hiérarchie militaire et de l'État. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'une des anecdotes dont la lecture peut nous aider à décrypter comment les cadres, à l'époque, percevaient l'État et la chose publique? En outre, vous signalez quelque part que la formation universitaire a eu des effets notoires sur leur pensée politique et leur conception dans la gestion des affaires de l'État. Alors je crois que là, François fait allusion à une anecdote effectivement que vous trouverez dans les mémoires. Bon, effectivement, vous savez que je me suis retrouvé en face de moi avec des étudiants qui, comme moi, étaient étudiants en 56 et qui ont fait la grève. Mais eux, ils ont rejoint le FLN, que ce soit dans le maquis, où malheureusement quelques-uns sont morts, ou que ce soit ailleurs pour combattre pour l'Algérie indépendante. Et beaucoup d'entre eux, donc, en retour après l'indépendance, quand ils sont rentrés, ont occupé des postes importants. Et l'un de ces postes les plus importants, à l'époque, c'était, après le président mondial, pour moi, le deuxième personnage de l'État, ce n'était pas les ministres ou autres, etc. C'était le directeur de la sécurité militaire. Eh bien, imaginez-vous que dans mon public d'étudiants de deuxième année de droit administratif, on peut dire en gros que peut-être un quart ou un cinquième des étudiants étaient des hauts cadres de l'État dans toutes les administrations. L'administration normale, territoriale, les entreprises publiques, mais également les ministères, les différents ministères. Donc on avait de hauts cadres de l'État, y compris au niveau du directeur le plus élevé, notamment le directeur de la sécurité militaire et ses deux adjoints étaient étudiants de la faculté de droit. D'ailleurs, moi je ne savais pas que j'étais doyen, je ne savais pas que j'avais les trois principaux responsables de la sécurité militaire, Rastin Malbach et les frères Zahouni, qu'ils étaient étudiants de la faculté. Ils ne sont jamais venus s'annoncer, me dire qu'ils étaient étudiants ou pas. Alors que j'avais des sous-lieutenants, petits lieutenants de sécurité militaire qui parfois voulaient un petit peu discuter, etc., vouloir avoir des informations sur les étudiants. Je leur disais, je n'ai aucune information à vous donner. Et ils me disaient qu'ils étaient de la sécurité militaire, que c'est très bien, faites votre travail, mais moi je ne vous donne aucune information. Et en deuxième année, je fais passer les oraux, rentre les étudiants, et puis à un moment donné, je vais rentrer comme étudiant, parce qu'il n'y a pas une personne que je connaissais, qu'on va rencontrer dans les réunions officielles, officieuses ou autres, qui vient. Bon, évidemment, s'il vient, c'est pour passer un examen. Il tire une question, comme je fais des interrogations orales,
on fait des interrogations de 15 personnes par demi-journée, 15 le matin, 15 l'après-midi. Je prépare 15 questions, je les pose sur la table, et chaque étudiant tire une question. Arrive au festival, il tire la question. Qu'est-ce qu'il tire comme question? Il nous donne en mis les limites au pouvoir de police. Chapitre 6, du coup. Alors c'est quand même un peu j'aimerais qu'il puisse parler lui aussi librement. Donc je vais lui dire, vous connaissez la tradition, à la fac de droit, la tradition que j'avais instaurée, c'est qu'un étudiant peut récuser une question, il change de question, mais alors sa note est divisée par deux. Je dis, vous connaissez l'arabe, mais je vais faire une exception pour vous, je ne dis pas, je ne veux pas que vous soyez gênés pour traiter cette question. Il me répond tout aussi clairement et fermement, monsieur le doyen, j'ai tiré la question comme tout le monde, je traite ma question comme tout le monde. Il me traite effectivement, pas comme tout le monde, mais mieux que tout le monde. Et il faut que je note. Je dis, bon alors, un étudiant normal, il aurait mis 18. Je dis quand même, lui, il est dans le domaine, donc il m'a fait l'exposé brillant. Je dis, je vais le laisser à 16. Puis arrive la délibération, puisqu'une fois que les copies écrites étaient déjà corrigées, ils les ont avant, et le jour où on interroge, les 4 professeurs des jurys roses en matière d'oral et les 6 matières, 2 à l'écrit, 4 à l'oral. En l'occurrence, la mienne était prise à l'oral par la presse du Malbach, le droit administratif. Donc, on délibère. Je m'attendais à ce qu'éventuellement quelqu'un des 6 enseignants, est-ce que quelqu'un était au courant qu'il a eu comme étudiant presse du Malbach? Personne n'en parle. La copie est anonyme, donc on ne peut pas le savoir, mais les oraux, apparemment, les gens ont entendu parler du nom, ils n'ont pas pu mettre un nom sur un visage, etc. Donc personne n'a ignoré qu'il a interrogé à Sénégal. Et puis je tombe dans les notes. La plus mauvaise note, c'était la mienne. Il avait entre de 16, 17 à 18. Il est reçu avec mention double. Parce qu'effectivement, il était brillant. Et pas simplement de. Alors, il y a une suite, c'est pour ça que je vous raconte cette anecdote. Et puis bon, vous savez, il est devenu ministre, dans 2 ou 3 postes avant de devenir Premier ministre, et surtout chargé de l'élaboration de la Constitution de 89. Comme vous le savez, c'est la Constitution de 89 qui permet le passage d'une partie libre ou multipartisme d'un régime autoritaire à une éventuelle démocratie en Algérie. C'est lui qui a été chargé par le chef de l'État de prendre en marche le projet de constitution de le rédiger. Et son directeur de cabinet m'appelle une fois, me dit ça fait une brève, souhaitez nous voir. Je besoin de savoir pourquoi il nous demande. On nous demande de rédiger une constitution, forcément ça ne peut que porter sur la constitution. Alors j'y vais. À l'époque, le premier ministère n'était pas en bas, il était au-dessus de l'hôtel El Jazeir, un immeuble qui appartenait à, je ne sais pas si c'est à l'armée ou à un service, mais il était juste là, il n'était pas en bas. Et quand je rentre, je touche la main parce qu'il me dit, tout de suite il m'interpelle, il me dit, vous vous souvenez de l'oral de 2e année? Je lui dis, et comment? C'est le premier ministre, comment ne pas se souvenir de cet oral? Bon, je suis rentré, on a discuté un petit peu, il m'a remis le projet de constitution, et bon, je devais l'examiner et faire mes remarques et mes propositions. J'avais déjà auparavant fait des travaux de ce genre avec d'autres ministères, notamment le ministère du pétrole et le ministère de l'industrie et autres, parce qu'ils m'ont consulté sur un certain nombre de points dans les relations avec l'étranger, et donc j'avais eu l'occasion de faire des sortes de notes de travail, de notes de service. Ben là, donc, je me suis attelé à remettre ma note. Donc là, c'est moi qui deviens l'élève qui doit remettre sa copie au Premier ministre. Et bon, je ne vais pas en faire maintenant au préfet, il n'y a plus de secret d'État. J'avais fait à peu près entre 20 et 25 propositions d'amendement à la Constitution. Et
j'avoue que j'étais étonné. Alors qu'auparavant, quand je faisais des propositions pour les changements, j'obtenais gain de cause pour 10%, 15%, 20%, etc. Et là, j'ai obtenu gain de cause pour quasiment 75% de mes propositions. Donc j'estimais que je peux être satisfait, l'élève peut être satisfait de son maître. Et voilà tout simplement pour montrer un exemple de travail que je peux faire un petit peu avec une prolongation imprévue dans la durée où des choses rebondissent de manière assez surprenante, y compris pour moi. Merci, Sylvain. Donc, j'arrive au chapitre international. Sur le plan international, vous avez une carrière très riche. Donc, il y a trois. J'essaierai non pas de rebâtir cette carrière, ses phases, ses stations, et surtout, j'essaierai de relever les points saillants. Voyons l'objet de la question. Cela a commencé par l'initiation au multilatéralisme de la conférence de Stockholm sur l'environnement, suivie par la conférence des non-alignés, et puis celle du nouvel ordre économique international 74, dont le travail a été bon. Donc, ma première question dans ce volet, dans ce cadre, vous avez abordé, lorsque vous étiez membre de la Commission du droit international, la question de l'indépendance de l'expert par rapport à son gouvernement et à toutes les influences. Ça, c'est abondant. Oui, donc j'étais donc pendant une assez longue période un collaborateur du ministère des Affaires étrangères dans le domaine du droit, puisque j'étais associé à des missions au sein de délégations. La plus longue des missions était celle de l'élaboration du droit international de la mer. Quand on a découvert que les océans, il faut commencer à les protéger avant de les exploiter, sinon il n'y aura bientôt plus de poissons si on ne protège pas la mer. Donc, on a lancé un grand chantier aux Nations Unies, sur les Nations Unies, qui s'était chargé de réaliser la 3e conférence internationale sur le droit de la mer, pour mettre à jour des conventions existantes dans le passé, dont les plus récentes datées de 1958, et il fallait les mettre à jour dans un monde bouleversé par la science. Surtout qu'on pouvait aller travailler désormais dans les plus grandes profondeurs. On pouvait aller travailler par 6000 mètres de fond. Et qu'en même temps, on pouvait faire des choses extraordinaires avec les richesses de la mer, mais à condition de sauver la mer, de sauvegarder la mer. Et donc j'ai participé à cette aventure qui a quand même duré 8 ans. La conférence s'est ouverte en 8 ans, j'exagère peut-être. Il y a eu des travaux préparatoires entre les années 70 et 74. Le vrai travail de codification a commencé en 1974 et on a signé la convention en 82. Donc c'est ça, il a fallu 8 ans. Pendant 8 ans, j'allais chaque année 1 mois à Genève en été, 1 mois à New York en hiver pour le droit de la mer. Donc j'ai suivi l'élaboration de la convention sur le droit de la mer pendant 8 ans. Et quand on a été d'ailleurs assigné à la Jamaïque en 86, j'ai progressé dans la délégation, je suis devenu un chef adjoint de la délégation algérienne au droit de la mer. Et donc ça m'a permis, pour moi surtout, à côté de mes activités un petit peu de conseiller du gouvernement interne, d'être devenu un conseiller dans les affaires internationales et de travailler avec de grands juristes, dont quelques-uns d'ailleurs parfois ont été mes professeurs, que je retrouvais en face de moi, un professeur français, professeur anglais ou italien. Et j'apprenais, je veux bien dire que on ne tombe pas comme ça dans la diplomatie comme par miracle. Il faut travailler, il faut suivre. Et peu à peu, j'ai acquis une certaine compétence donc, dans le domaine de la rédaction des textes pour collaborer à cette œuvre de codification, avec évidemment l'aide
de l'armada de juristes que les Nations Unies avaient à leur disposition. Et donc c'est ainsi que je me suis perfectionné, au point d'ailleurs à ce moment-là, j'ai un peu abandonné ma matière de base, le droit administratif. Je me suis lancé entièrement dans le droit international, c'est-à-dire que je n'acceptais plus de faire de cours dans le domaine du droit international. Je me suis spécialisé davantage en droit international. Et j'ai fait ma thèse en sciences politiques, mes premiers enseignements en droit public, droit constitutionnel, droit administratif. Et enfin, dans mes activités internationales, j'ai décidé désormais de me lancer dans le domaine du droit international. Voilà comment ça s'est fait. J'ai entamé donc, à côté de ma carrière normale d'enseignant, j'ai une autre casquette qui était celle de participer à des réunions internationales, soit au titre de mon pays, l'Algérie, dans l'animation, soit de plus en plus souvent. Je me suis détaché de l'activité nationale pour être dans l'activité internationale, puis cette fois, ce sont les organisations internationales elles-mêmes qui me contactent pour me demander de siéger dans telle ou telle localité. Bien sûr, maintenant, il y a des organismes où on ne peut pas aller sans avoir l'agrément de son État. Par exemple, lorsque le juge Bedjaoui, Hamdan Bedjaoui, qui était juge à la Cour de justice, il a dû quitter la commission de droit international, la commission, aux Nations Unies, pour élaborer les conventions. Les Nations Unies ont créé une commission du droit international, la commission du droit international des Nations Unies, qui est composée des meilleurs juristes des pays du monde, qui est composée de 36 membres, avec évidemment la représentation régionale, tant pour l'Afrique, tant pour l'Asie, tant pour l'Europe de l'Est, tant pour l'Europe occidentale, etc., de manière à ce qu'il y ait véritablement une coopération internationale par les meilleurs juristes des différents pays ou des différentes régions. Et donc, en 1982, je venais juste d'avoir terminé la Convention sur le droit de la mer. Bedjaoui est élu à la Cour internationale de justice, il part comme juge, il ne peut plus rester à la Commission de droit international. Donc l'Algérie m'a présenté pour remplacer Bedjaoui, et j'ai été élu. Alors évidemment, pour être élu à la Commission de droit international, il faut être élu par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc j'ai dû aller faire une petite campagne électorale aux Nations Unies à New York pour être élu à la Commission de droit international. Ce qui s'est passé, j'ai été élu. Et j'y suis quand même resté de 82 jusqu'à 96. Ça fait 14 ans. 14 ans à la Commission de droit international. Et alors là, le temps de travail est différent. Chaque année, je devais partir 3 mois à Genève. Pas un mois comme pour New York, mais 3 mois. Or, j'avais des enseignements à faire. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je trouve, alors, chose amusante, pour nous, on venait de changer de calendrier pour les week-ends. L'Algérie a décidé que désormais, notre week-end, c'est pas samedi, dimanche, on a hérité de la France, mais que ça allait être jeudi, vendredi. Voilà l'une des références que j'ai acceptées vraiment avec la plus grande satisfaction. Et dit voilà, je peux désormais siéger pleinement à la Commission de droit international sans perdre 1 heure de travaux de la Commission. Pourquoi? Parce que la Commission de droit international, une tradition qui remonte à 50 ans, siège pendant 3 mois, et chaque semaine, elle siège du lundi après-midi jusqu'au vendredi matin. J'ai été voir les horaires en Algérie. Chaque lundi matin, il y avait un avion d'Air Algérie, Alger-Genève. Je regarde le vendredi, chaque vendredi, il y avait un vol Genève-Alger. Alors j'ai été voir le courrier, j'ai dit pour moi désormais, les cours n'existent plus que samedi et dimanche. Donc tous mes cours ont lieu samedi matin, dimanche après-midi. En allant pendant cette période de 14 ans, je n'ai pas raté une seule heure de cours. C'était absolument impeccable. Voilà comment ça s'est passé. C'est encore de l'anecdote, mais ça me donne une idée un petit peu de la manière dont j'ai vécu certaines choses. Très bien. Donc, je passe. Vous étiez aussi un arbitre. C'était la commission du tribunal arbitral, donc l'arbitrage commercial international. Vous avez
était arbitre dans deux affaires, l'une algérienne opposant une société américaine Chimico, de son attaque. Tous ceux qui travaillent sur l'énergie savent qu'il y avait un litige avec la société américaine à propos du GNL, donc dans le plan valide, très connu, et une affaire opposant une société française au gouvernement iranien. Mais ce que je voudrais mettre l'accent sur votre activité en tant que juge ad hoc à la commission, à la Cour internationale de justice. Vous avez connu le conflit serbe. Donc, dans ce conflit, il y a la problématique du crime contre l'humanité. Donc, on approfondit la question, on est conduit à douter, donc nettement maintenant, c'est-à-dire avec le temps. Donc cette affaire de la Serbie est encore plein d'ombrage, plein de doutes. Jusqu'à maintenant, elle n'est pas réglée. Vous avez dit qu'à la fin, vous avez le dossier pesé 105 kilos, c'est ça? 105 kilos. Uniquement, on va faire passer. Voilà. Oui, alors l'expérience contentieuse, effectivement, contient un certain nombre d'éléments dont j'ai un petit peu rendu compte, parce qu'à la fois il y a l'anecdote, il y a en même temps le problème de fond qu'il y a derrière. Je commence d'abord par la Commission de droit international. Bon, il se trouve, comme je vous ai dit, je suis devenu assez expérimenté pour la rédaction des textes. Donc à la Commission de droit international, en fait, la tâche la plus importante ne se déroulait pas quand tous les membres sont là. Le vrai travail, c'est fait par le comité de rédaction. Un comité de rédaction, de composition restreinte, c'est 5 ou 6 personnes. Donc sur les 36 personnes, on fait le travail réellement à rédiger, effectivement, à tenir la plume, que 5 ou 6 personnes. Et on désigne toujours un président du comité de rédaction. Donc la tâche principale, c'est celle du président qui est aidé par les autres membres. Or, j'ai été désigné à 3 ou 4 reprises président du comité de rédaction. Donc ça m'a permis de perfectionner encore ma manière de rédiger les textes. Et vous évoquez un petit peu les problèmes politiques qui peuvent interférer dans une commission de droit international. J'en ai eu un, parce que on élaborait un texte sur lequel il y avait des points de désaccord. C'était un petit peu le problème des immunités diplomatiques, où il y avait un désaccord entre les juristes, et puis même, j'allais dire, un désaccord politique entre la position des pays socialistes et la position des pays occidentaux sur le problème des immunités diplomatiques, quelles étaient les limites qu'on pouvait apporter aux immunités diplomatiques qui protègent les diplomates pour faire leurs fonctions, les ambassadeurs, les consuls, etc. Et c'était un représentation des pays socialistes, mais qui était un remarquable juriste, c'était un Bulgare qui était le rapporteur. Vous savez, le travail essentiel est fait par le rapporteur qui prépare les textes, qui rédige les propositions, qui nous les soumet pour les discuter, les améliorer, les réviser et les mettre au point. Et j'étais désigné donc président du comité de rédaction chargé de mettre au point cette convention sur les immunités. Et autant, j'allais dire, le juge bulgare était accommodant, etc., n'était pas trop dogmatique, autant le monde soviétique était vraiment très dogmatique. Alors, en tant que président, quand parfois il fallait faire un vote, il arrive que ce soit la voix du président qui l'emporte, donc il fait pencher la balance. Alors, on avait une proposition importante sur laquelle on était en désaccord, et je fais pencher la balance du côté défavorable à l'Union soviétique. Alors, à l'époque, c'était l'URSS et non pas la Russie. Et il vient me voir, il dit, mais enfin, entre camarades de pays socialistes, comment ça se fait qu'il n'a pas soutenu la position? Je dis, parce que je suis en désaccord avec ta position. Il dit, c'est la position de l'État, l'Union soviétique. Je dis, on n'est pas ici pour défendre les positions de nos États, on est ici pour rédiger du droit pour tout le monde. Moi aussi, j'étais proposé par mon pays pour être à la commission. Mais je suis là, je défendrai le droit. Si mon pays a tort sur la raison de droit, je s'éteindrai le point de vue de mon pays. Ah, il dit, oh, et je dis oui.
Et puis on verra ça, il dit, je vais en parler à votre ambassadeur. Ah, j'ai dit, non, allez à qui vous voulez, l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères. Moi, je suis là, le pied près des Nations Unies. Moi, je prends position pour mon pays, je le dis, mais là, je suis expert des Nations Unies. Vous voyez, c'est le problème de l'indépendance de l'expert. Là, pour moi, c'est clair, il est socialiste, il est droit dans ses votes, etc. Bon, d'autres sont plus astucieux, ils essaient de faire passer ça de manière plus astucieuse, plus hypocrite, etc. Lui, il est direct, il est droit, vous voyez. Voilà un exemple. Je dis non, c'est quoi je défends la position de l'égalité. Quand je défends le droit, ce sont deux situations différentes. Deuxième problème, où j'ai rencontré ce problème des limites des libertés pour les. La responsabilité des Ah oui, États. Simplement de. Oui, donc j'ai été effectivement désigné juge ad hoc. Et ma première désignation, c'est une affaire très compliquée. Je voyais le cours de soir de loin, je connaissais sa jurisprudence, j'ai été la visiter, j'ai fait des séminaires à La Haye, mais simplement en tant qu'enseignant. Voilà, arrive l'affaire Serbe, vous savez, bon, la Yougoslavie, la Serbie déclenche une guerre, c'est l'explosion de la Yougoslavie, avec la guerre atroce qui en a résulté, notamment entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, qui est à majorité musulmane. Comme vous savez, la Yougoslavie, c'est un fromage avec trois parties, la partie musulmane avec la Bosnie-Herzégovine, la partie catholique avec la Croatie, et la partie orthodoxe avec la Serbie. Donc, trois grandes religions s'affrontent au sein de la Yougoslavie. Du temps de Tito, il a réussi à maintenir l'unité, et après la mort de Tito, l'unité n'a pas duré longtemps, la Yougoslavie a explosé. Et donc il y a eu cette guerre atroce, épouvantable, qui a eu lieu, avec notamment les fameux crimes de Srebrenica, où 8 à 9 000 personnes ont été exécutées en 2-3 jours, qui rappelaient un petit peu les crimes de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'affaire est portée devant la Cour, la Bosnie-Herzégovine mettant en cause la responsabilité de l'État serbe dans ce qui s'est passé comme crime sur son territoire. La Bosnie-Herzégovine a commencé par désigner un éminent juriste anglais dans la première partie comme juge ad hoc. Alors, certains d'entre vous savent ce que c'est le juge ad hoc, mais il faut peut-être que je l'explique un peu plus pour ceux qui ne le savent pas. La Cour internationale de justice est composée de 15 juges qui sont élus pour 9 ans, pour justement sauvegarder l'indépendance du juge. Quand il est élu pour 9 heures, pour 9 ans, il est tranquille, il n'a aucun mandat à se représenter, il n'a affaire à allégeance à personne. C'est pour ça qu'on leur a fait un mandat long de 9 ans. Évidemment qu'ils peuvent éventuellement se représenter si leur gouvernement les représente. Et donc, en dehors de ces 15 personnes, il n'y a personne d'autre. Sauf que les États étant souverains, on ne peut pas leur imposer de justice. Si un État est mis en cause devant la Cour internationale et qu'il y a déjà l'État que l'on met en cause, il a un juge, l'État qui va intervenir a le droit lui aussi de proposer un juge. Et c'est ce qu'on appelle le juge ad hoc. À côté des 15 juges permanents, il y a un ou deux juges ad hoc. Si les deux États ne sont pas membres, n'ont pas de juge à la Cour, à eux de décider est-ce qu'ils laissent les 15 juges décider librement ou bien est-ce que chacun de temps en temps va proposer un juge ad hoc. Donc il peut y en avoir un ou deux, selon les cas. Donc là, c'est le nouvel État issu de l'explosion, la Bosnie-Herzégovine, n'avait pas de juriste connu de renom à désigner, et donc il a désigné un Anglais. Mais l'Anglais a siégé pendant 2 ou 3 ans, les premiers débats au sein de la Cour internationale. Puis il a dû démissionner pour une simple raison, parce qu'un nouveau règlement est intervenu devant la Cour internationale. Quand quelqu'un a été avocat dans des affaires devant la Cour de justice, il ne peut plus être juge ad hoc. Il y a une incompatibilité
entre le fait d'avoir consulté pour des États, parce que c'est au niveau des États, d'avoir été consultant pour des États, et de venir ensuite prétendre devenir juge dans la même cour. Il y a une sorte d'incompatibilité, il fallait qu'il choisisse. Lui, il estimait que le traitement de la Cour internationale, certes, est confortable, mais n'équivaut pas aux honoraires d'avocat international qu'il était. Il était professeur à l'université en Angleterre, mais en même temps avocat international, et en tant qu'avocat international, il gagnait 10 ou 20 fois plus que comme professeur à l'université. Donc il a décidé de partir, et c'est là où j'ai été contacté par la Bosnie-Herzégovine pour remplacer le juge anglais. Et donc j'ai accepté, et je me suis retrouvé ainsi juge ad hoc pour la première fois dans une affaire redoutable, parce que c'est la première fois qu'on met en cause devant la Cour un crime international du génocide. Il y a bien la convention, elle a été votée en 1949, mais la Cour n'avait jusqu'à présent jamais été saisie de l'affaire du génocide, le génocide de Srebrenica que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc j'ai accepté d'y aller, et cela va me valoir d'ailleurs de rester jusqu'à 2013, parce qu'ensuite, ayant cette petite expérience de cette première affaire, j'ai eu 3 ou 4 affaires autres où on m'a désigné également comme juge ad hoc à la Cour. Mais restons à cette affaire-là, à cause de ce fameux crime qui a eu lieu, que donc était sujet très délicat, très compliqué. Et on s'est retrouvé donc, je me suis retrouvé embarqué dans une affaire où je suis arrivé en 2001 et on a rendu notre arrêt dans l'affaire en 2011. Vous voyez, donc on a mis presque 10 ans pour élaborer le jugement qui a penché l'affaire du génocide. C'est une affaire redoutable et à cette occasion, j'ai pu apprécier ce que peut être l'indépendance des juges internationaux, puisque sur pas mal de points, je considère que les juges continuaient à représenter leur État au lieu d'être là comme juges indépendants et obéissant avec le Concile. Pourquoi? C'est tout simple. Les États désignent qui pour aller comme candidat à la Cour? Et ils désignent, pour la plupart du temps, la majeure partie du temps, ils désignent le conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères. Comment voulez-vous qu'un conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères soit vraiment un juge indépendant? Il y en a qui parviennent, il faut leur tirer le chapeau. Et c'est pas toujours facile, c'est pas évident, mais c'est la tradition qui continue. Donc moi, parfois, je mets en doute effectivement l'indépendance, la neutralité des juges à la Cour, parce que certains, par leurs écrits, par leur comportement, etc., prennent des positions qui ne correspondent pas à celles qui doivent être celles d'un juge indépendant, véritablement. Et dans l'affaire principale qui est de savoir qu'il y a eu un génocide, on a eu du mal déjà à dire qu'il y a eu génocide, mais alors dans la deuxième affaire, qui consistait à dire que la Serbie était complice du crime commis par les Serbes de Bosnie-Herzégovine, les avocats de la Serbie, c'était évidemment le général Mladic qui commandait l'armée des Serbes de Bosnie, et l'homme politique qui s'est caché à un moment donné, on a fini par le retrouver et on l'a mis en prison et ils ont été jugés tous les deux. Ils sont Serbes. Et le général était même toujours membre du conseil de l'armée serbe. C'est-à-dire on avait des éléments et des faits clairs que, à travers ces hommes-là, la Serbie se pouvait appliquer. Mais on a été mis en minorité. On était sur les 18 juges, nous on est passé de 15 à 17 juges présents. On était en minorité. 10 estimaient que non, la Serbie n'a pas été appliquée, ce sont les Serbes de Bosnie, donc c'est une composante de l'État serbe, de l'État bosniaque lui-même, qui est responsable de ces crimes, et voilà, et donc on a mis hors de cause, on a simplement dit quand même qu'il a manqué on a trouvé un langage atténué pour dire qu'il était quand même un peu appliqué, mais pas au point d'être considéré comme complice du crime du génocide. Mais ça aurait pu être autrement, éventuellement, si vraiment les membres de la Cour étaient réellement des juges indépendants. Voilà, donc c'est un peu ce problème de l'indépendance de la justice, qu'ont tous les pays, mais que connaît aussi la société internationale.
Merci. Je viens à une question que je pense importante. Je concerne le Maghreb. Donc le Maghreb, cette région qui nous est chère, parce que c'est notre terre, et continue de nourrir tant d'espoir, de rêve, vous a intéressé à l'instar de tous les intellectuels et les universitaires de votre génération. Donc deux questions se posent. Il y a l'attrait pour le Maghreb, donc ça commence par la solidarité anticoloniale, UGMA, la coopération universitaire juste après l'indépendance. Et puis l'intérêt pour le Maghreb de la conférence de Tanger, on continue avec le comité permanent consultatif maghrébin, le gel de ce comité, puis les rencontres maghrébines initiées par le défunt Mohamed Chafi, enfin l'Union du Maghreb arabe de la création était à Marrakech en 14e. C'est vrai que je me suis beaucoup intéressé au Maghreb, pour deux raisons, parce que j'avoue que je ne vois pas très bien pourquoi les pays du Maghreb ne s'entendraient pas, pourquoi Tunisie. Je prends les trois pays du Maghreb central, parce que la Libye comme la Mauritanie sont un petit peu à l'écart de trois pays, ils n'ont pas la même unité géographique, culturelle, historique, etc. Parce qu'au Maghreb, il y a eu un moment donné où des gouvernants du Maroc ont pu gouverner une partie de l'Algérie, des gouvernements algériens ont pu gouverner une partie du Maroc, une partie de la Tunisie et vice-versa. Il y a eu des échanges historiques un peu mêlés, comme cela d'ailleurs s'est passé en Europe. Et d'ailleurs, tout de suite, ça me permet de mettre en accent sur la différence entre l'Europe et le Maghreb. Pourquoi je dirais que je suis un peu sévère pour les Maghrébins que nous sommes, de ne pas avoir été capable d'assumer une politique d'unité maghrébine, alors que tous les ingrédients y sont. Quand on prend le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, et qu'on dit, mais enfin, qu'est-ce qui peut les diviser au point qu'on n'a pas réussi à faire l'unité maghrébine? Si on compare avec l'Europe, prenez la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui passaient leur temps à s'écharper, chacun peut vouloir diriger l'Europe, et il y a eu des massacres épouvantables. On doit à l'inimitié franco-allemande deux guerres mondiales. Un conflit bilatéraux entre deux États, la première guerre mondiale et la deuxième, le sang par le fait en fait aux deux États, chacun voulant prétendre très gentil de l'Europe. Est-ce qu'on va continuer ce combat ridicule au Maghreb? Pourquoi? Parce que, non, c'est vrai que quand on compare l'Europe et le Maghreb, on se demande même comment l'Europe peut s'unir avec tous les conflits qu'ils ont eus, toutes les guerres qu'ils ont eues, tous les nationalismes épouvantables que chaque pays a cultivés. Eh bien, ils sont parvenus à créer l'Europe et à la mettre en œuvre. Et nous avons tellement de liens qu'il suffit d'un petit quelque chose pour faire l'unité du Maghreb et avoir carrément un État fédéral maghrébin. Alors, nos querelles actuellement, le leadership entre le Maroc et l'Algérie sont et je ne vois pas pourquoi on n'a pas réussi déjà, dès le départ, un minimum de collaboration et de coopération. Je sais bien que les projets nationaux de développement, ça pourrait revenir, oui, c'est vrai. Mais on a pu mener en même temps et de face le développement de chacun pays et l'amélioration et l'approfondissement de la coopération intermaghrébine. Voilà que, pour une histoire de Sahara occidental, le Maroc et l'Algérie continuent la petite guerre du leadership. Et sont en train de se surarmer, on se demande pourquoi, mettre autant d'argent dans le surarmement, alors qu'on pourrait le mettre dans d'autres causes plus nobles, notamment du développement. Là, vraiment, c'est un point de vue qui me chagrine, et moi, je suis vraiment causé chaque fois que j'entends les litiges entre les pays maghrébins, parce que la même langue, la même histoire, les mêmes mœurs. Franchement, quand je vais en Tunisie au Maroc, je ne vois pas la différence entre moi et un Tunisien, entre moi et un Marocain. Quand un Allemand va en France et en France inversement, je suis désolé, c'est pas la même contiguïté, c'est pas la même famille. C'est quasiment une famille. Alors vous me direz évidemment, malheureusement, les guerres fraternelles sont les plus terribles. Est-ce qu'on va rester encore dans cette histoire de guerre fraternelle entre les pays du Maghreb? Là c'est vraiment une question que
je pense à tout le monde, etc. Et surtout aux responsables au Maghreb, des différents États, des différents États. Et ça, je reconnais et je m'inquiète devant l'effort gigantesque accompli par le professeur juriste tunisien, Mohamed Chafi. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider dans son projet de rapprochement entre les pays du Maghreb. Et vous ne pouvez pas vous dire qu'avant qu'il ne meure, le premier regret pour lui, c'est de dire je crois que je vais mourir sans avoir jamais assisté à un début d'unité maghrébine. On a presque failli faire la fête quand on a signé l'accord de Marrakech. On s'est dit enfin, on voit ce que va être le Maghreb. Et puis malheureusement, comme vous le savez, à peine a-t-on signé, à peine a-t-on commencé à travailler, à élaborer des premiers textes auxquels j'ai collaboré partiellement, que 2 ans après, l'affaire du Sahara occidental ressurgit et fait que le désaccord entre l'Algérie et le Maroc bloque la situation. Et je ne peux que déplorer cela et regretter. Et je voulais absolument faire répondre dans mes mémoires. Je viens maintenant à la dernière question. J'ai un peu. Donc, la dernière question se retrouve dans votre épilogue. Donc, c'est une question cruciale. Dans l'épilogue, vous avez soulevé la question du patrimoine de l'humanité. Cette question intéresse tous les pays, principalement ceux du Sud, lorsqu'il s'agit particulièrement de la santé. Cela m'amène à dire que nous sommes devant la problématique du rapport inégal entre le nord et le Sud. Comment parvenir à convaincre les pays entiers des grands laboratoires scientifiques à accepter cette idée? Oui, c'est vrai. Alors, vous savez que le droit international, on dit souvent que le droit international ne sert pas tant que ça. Les gens disent qu'il n'est pas respecté, on ne sanctionne pas ceux qui violent le droit international. Exemple typique, la Russie a envahi un pays libre et indépendant. Donc, au point que certains, y compris parmi les grands auteurs, disent que est-ce que le droit international existe. Je prends l'exemple d'un esprit très éclairé, un grand esprit, Raymond Aron, a mis en doute l'existence du droit international. C'est vrai, quand on voit cela, on se dit est-ce que vraiment il existe un droit international? Oui, mais je répondrai à ce moment-là tout simplement. Est-ce qu'on a arrêté tous ceux qui ont commis des crimes en Algérie? Est-ce qu'on a arrêté tous les voleurs qui ont volé en Algérie? Non. Les États n'arrivent pas à arrêter 100%. Il y a toujours une partie qui échappe. On souhaiterait que ce soit, dès qu'on atteint le résultat de punir déjà 50%, 80% des criminels, c'est parfait, mais aucun État ne parvient à 100% à empêcher les crimes, à s'empêcher. Prenons les accidents de la route qui déciment actuellement les gens en Algérie. Un taux ahurissant de morts par la route et par la mort. On ne peut pas y mettre en fin. Vous avez la même infirmité de droit international. Je garde en compte parce qu'il n'excuse pas de tous les États. Parce qu'il n'y a pas de gouverneur international. Sinon, on serait dans une dictature internationale généralisée. Moi, je dis souvent, heureusement qu'Hitler a perdu la guerre, sinon on serait tous sous le pouvoir d'Hitler ou de ses successeurs. Donc il vaut mieux qu'il y ait encore des États indépendants, souverains, qui tiennent la souveraineté. La difficulté du droit international, c'est qu'il faut arriver à un accord, autant que possible à l'unanimité, ou tout du moins au consensus sur les textes que nous adoptons. C'est déjà presque miraculeux, avec les querelles souveraineté, le nationalisme qui s'opposent, les vieux contentieux historiques que l'on fait ressurgir, etc. Ben, tout cela fait, il faut que le droit international fasse avec ça. Mais quand on me dit qu'il n'est pas si efficace que ça, écoutez, pendant très longtemps, on tuait des centaines, des millions de personnes, personne n'est jamais jugé. On a quand même commencé à juger. Je retiens quand même que parfois, quand je fais des conférences, on pose la question, je dis, mais finalement, on ne juge que les petits, les grands, les principaux criminels, notamment les grandes puissances, on n'arrive pas à les punir. C'est vrai, oui. Mais voilà, le droit international, il a apporté un progrès considérable. On a quand même mis en prison les trois responsables des massacres de Srebrenica, le chef du gouvernement de la Serbie,
le chef militaire de la Serbie, le chef politique de la Serbie, et les deux chefs ont été arrêtés, condamnés à 50 à 40 ans de prison, puisque la perpétuité n'existe pas en droit international, ni la peine de mort. La peine de mort est interdite en droit international. Et voilà. Mais on a quand même fait un progrès fantastique, mais il y a encore des progrès tout aussi fantastiques à accomplir pour l'avenir, pour qu'effectivement le droit international soit une société internationale apaisée, mais l'apaisement n'est pas pour demain. Donc voilà, j'ai terminé avec une question. Donc ça vous a permis un peu d'avoir j'ai permis à M. Ahmed Mahdi de vous exposer un peu le contenu de son ouvrage, avec ce jeu de questions-réponses.